Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité Amidine Kane et nos éditorialistes Ramayad et Djebal Taleb. Zoom à présent sur la Tunisie où la grogne sociale gagne du terrain. Un mouvement qui a donné lieu à des heurts. 778 personnes ont été arrêtées depuis ce lundi. Alors comment expliquer cette nouvelle poussée de fièvre? Vina Novin nous apporte quelques éléments de réponse. On en parle juste après. La mise en place le 1er janvier 2018 d'un budget prévoyant des hausses de prix frappant durement les couches sociales les plus modestes a provoqué le mécontentement de la population tunisienne. Depuis le lundi 8 janvier 2018, les manifestations se multiplient en Tunisie. Les troubles ont éclaté en marge des manifestations de la population. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de plus de 700 personnes. Le citoyen tunisien, ce qui se dit, c'est que cette loi de finances, elle aggrave une situation d'injustice. Le simple citoyen, il pense que le système fiscal n'est pas juste. La loi sur la réconciliation, elle augmente ce sentiment d'injustice. Pourquoi tolérer aux autres qui ont profité de l'ancien système, leur donner cette amnistie et en contrepartie, le simple citoyen, il va payer pour les fautes de ces personnes-là. Il ne faut pas que des gens fassent des sacrifices et que d'autres, au contraire, continuent à s'enrichir et que la classe moyenne continue à payer pour sortir le pays de cette crise économique. Dans un contexte de transition politico-socio-économique, après la chute de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali, la refonte économique espérée peine à se faire sentir par la population. Lors de ses vœux à la population, le président Beji Caïd Essebsi avait affirmé que des efforts seraient à faire pour atteindre une croissance de 3% et l'équilibre du budget. L'année 2017 n'était ni la pire ni la meilleure. Nous avons réalisé une croissance qui a atteint 2,2%, alors que les années précédentes, nous avions à peine atteint les 1%. Nous avons dû prendre des décisions difficiles pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Pour 2018, nous avons comme objectif d'atteindre une croissance de 3% et l'équilibre du budget fin 2018. Le mouvement de contestation contre la hausse des prix a été lancé en début d'année par la campagne Fest Nestagnou, qui signifie qu'est-ce qu'on attend. Pour Khalifa Chibani, l'intensité de ces actes s'est atténuée et un retour à la situation normale est observé progressivement. Alors, Ramayad, jusqu'ici, les contestations étaient locales et elles sont désormais nationales. Peut-être déjà revenir sur les origines de ce mécontentement en Tunisie. Il y a aujourd'hui un revers de fortune par rapport à ce pays précurseur des révolutions arabes concernant évidemment l'échec économique et social. Il y avait deux aspirations. Il y avait à la fois la volonté de rénovation démocratique, évidemment, qui est une aspiration déçue actuellement, il faut quand même le dire. Et alors, concernant le développement, le partage des richesses sur le plan économique et social, là, c'est une désillusion totale. Effectivement, les décisions qui ont été prises par le pouvoir sont ressenties de manière très injuste, non pas par quelques localités, comme on en a l'habitude depuis quelques années en Tunisie, qui manifestent, mais par le pays tout entier, puisque l'augmentation de la TVA va toucher tout le monde, alors que les catégories les plus favorisées sont sous-fiscalisées. Cette situation d'injustice, moi je voudrais dire là une chose très importante, parce que je sens que mon voisin et bien d'autres, parce qu'on l'entend depuis plusieurs années maintenant, y compris ici en France, dire... ah ben voilà, on n'avait qu'à garder Ben Ali, on regrette Ben Ali. Mais qui dans les manifestants, qui dans la foule aujourd'hui demande Ben Ali, appelle au retour symbolique de Ben Ali ou de ses oreilles? Personne. Donc aujourd'hui, ce que veulent les populations, ce n'est pas un mouvement réactionnaire appelant à un retour de l'ancien régime. Ce qu'ils veulent, c'est des garanties par rapport à la révolution de 2011. C'est-à-dire qu'elle soit appliquée, non pas qu'elle soit reniée comme elle l'est actuellement. Et donc, à partir de là, moi je trouve que notre rôle aujourd'hui n'est pas de dire... il faut réprimer aveuglément ces manifestations. La réponse n'est pas
la répression quand le peuple manifeste. Sinon, que pourrait-on dire sur la RDC comme tout à l'heure? Vous imaginez? Non, la réponse, elle n'est pas non plus Pour moi, je considère ceux qui pensent ça tiennent des propos à la limite du racisme. Parce que ça veut dire, derrière le soubassement qu'il y a derrière ça, c'est ces peuples-là ne sont pas faits pour la démocratie, ils sont faits pour être matés. Et ça, c'est inadmissible. Donc moi, je crois que l'homme, la femme, qu'il soit tunisien, sénégalais, angolais, congolais, norvégien ou américain, il a le droit au respect de sa dignité et de ses libertés. Djemal. Je vais vous décevoir, Madame Yad. Figurez-vous que je suis d'accord avec vous. Oh. C'est triste. Ah. Non, mais c'est bien. Vous êtes tellement, un homme plein de surprises. Mais votre présence à côté de moi m'améliore sans aucun doute. Et je vais vous dire, ces pays m'est cher parce que mes enfants sont tunisiens. Et donc, c'est un pays auquel j'ai une histoire particulière. Mais enfin, il ne suffit pas d'aimer un pays pour ne pas lui dire les réalités. La situation de la Tunisie sur Ben Ali est une situation économiquement bonne, politiquement catastrophique. Personne ne regrette Ben Ali. Pas moi, pas les autres. Je suis convaincu que les Tunisiens ne le regrettent pas. Mais les Tunisiens regrettent la croissance économique, regrettent la stabilité politique. Ils regrettent, évidemment, que la démocratie et la liberté qui sont venues ne soient venues seules. Cela dit, la Tunisie vit deux difficultés majeures, probablement trois. Une vraie cassure démocratique entre deux Tunisies qui ne se parlent pas et qui ne s'entendent pas. Celle qui parle de laïcité, de démocratie, de liberté, qui scande Charlie Hebdo, et celle des villes, des villages de Tala, de Kasserine, de Sidi Bouzid et d'ailleurs, qui, eux, se moquent de tout cela et veulent vivre, veulent remplir l'estomac, remplir la marmite et vivre décemment. Ceux-là sont les oubliés des années Ben Ali, sont les oubliés d'aujourd'hui, ceux d'après. Et quand les Tunisiens ont vécu leur liberté, ils ont choisi un président qui a 94 ans. C'est bien mignon, mais à 94 ans, on ne travaille pas 15 heures par jour. Ça n'a pas de sens. Et la difficulté de la Tunisie est aussi cela. Et puis, il y a une autre cassure entre les Tunisois et les autres. Entre la bonne société et les autres. Et la bonne société, elle est francophone, elle est francophile, elle est anglophone, elle est sortant des grandes écoles. Mais voyez-vous, elle est sourde, elle est sourde, elle est miette, elle ne comprend pas. Et donc, la difficulté de la Tunisie, et puis la Tunisie, il vient un autre drame, c'est que c'est le pays qui ne produit que des pommes de terre, il n'intéresse personne. Et donc, les Occidentaux, qui sont toujours très généreux avec tout le monde, ne sont même pas capables de sortir, 5 milliards de dollars pour aider la Tunisie. Ils déversent des milliards et des milliards. C'est la Grèce à fond perdu. Certes, ça aide les banques occidentales, et ils ne sont pas capables de se dire, c'est Tunisie à côté qui vit une situation. Et puis, pardon, j'en aurais fini. La Libye, le contre-coup de la situation catastrophique de la Libye, le premier pays qui le vit économiquement, on l'oublie toujours, c'est la Tunisie. Mais face à tout cela, la réponse ne peut venir que des Tunisiens eux-mêmes. Les Tunisiens n'ont ni gouvernement, ni armée, ni situation. Et pardon, il faut s'allier la seule armée tunisienne convenable, c'est l'Union générale des travailleurs tunisiens, dont le rôle est central, fondamental, hier, aujourd'hui et très probablement demain. Justement, monsieur Khan, quelle appréciation faites-vous de la gestion de cette crise, justement, par les autorités tunisiennes? C'est une crise normale, et puis c'est une crise à laquelle on devait s'attendre. Parce que les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent du travail. La majeure partie des bons cadres tunisiens commencent à partir à l'étranger. D'ailleurs, en Afrique subsaharienne, il commence à y avoir plein de médecins tunisiens, alors qu'ils formaient de très bons cadres. Et puis beaucoup d'ingénieurs tunisiens, maintenant, sont pris comme des techniciens. Alors que s'il n'y a pas de travail quelque part, manifestement, il y aura des révoltes. Donc moi, je crois que c'est à juste titre que la population tunisienne manifeste. Et puis bon, on ne réclame pas le retour de Ben Ali, personne ne réclame le retour de Ben Ali. Mais il faudra que les Tunisiens puissent vivre décemment dans leur pays, sans pour autant chercher à partir ailleurs. Justement, Ramayad, depuis le début de cette crise, le gouvernement tunisien n'a rien proposé de concret, finalement, au peuple. Comment l'expliquer ? Je crois là, vous touchez du doigt le risque majeur de cette grogne, de ce qu'on appelle grogne sociale. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'avec le rôle pionnier de la Tunisie dans les révolutions arabes, il y avait un acquis démocratique. Et qu'au fond, tout ça, c'est une grogne purement économique et sociale, ils veulent du travail et à manger. Mais l'incurie est telle aujourd'hui que même l'acquis démocratique est menacé. C'est en ce sens qu'on est en face, en fait, d'une double crise à la fois économique et politique, voire institutionnelle. Là où la Constitution de 2014 réclamait plus de pouvoir parlementaire, on assiste aujourd'hui à une véritable présidentialisation du régime, clairement. Là où on attendait
des aspirations plus démocratiques, société civile, contre-pouvoir, on a les deux principaux partis qui rongent tout l'appareil de l'État. Donc aujourd'hui, la Tunisie est devant une situation qui est particulièrement dangereuse au regard de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Et donc ce que je crois aujourd'hui, c'est que je ne suis pas sûre que les pouvoirs publics aient saisi l'ampleur de l'aspiration à la fois démocratique et économique et sociale de la population. Pour certains observateurs, Djemal, on s'achemine vers une nouvelle révolution en Tunisie. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, je n'y crois pas. Non, je crois que la Tunisie a survécu au moment les plus difficiles où à la fois la crise économique, le terrorisme, l'instabilité l'ont rongée et ne l'ont pas déstabilisée. Elle a vécu une situation où, le rôle du président Rachid Ghannouchi a été central et que si je salue quelqu'un comme Rachid Ghannouchi, c'est que vraiment je suis sincère. Et que sa classe politique, de ce point de vue-là, a su le moment opportun faire l'union qu'il fallait. Je n'ai aucun doute que l'union demain, si la situation devait être menacée, elle se prononcera encore. La Tunisie a une particularité par rapport à la Libye et au Yémen. D'ailleurs, l'un des pays qui a le mieux tenu en dépit des difficultés et en dépit de la situation économique grave, c'est que c'est une vieille administration. Et regardez, le pouvoir, les fondamentaux de l'administration n'ont pas bougé. Je pense, madame, que ce n'est pas une question ni de régime présidentiel ni de régime parlementaire. C'est une question d'administration et de socle, de base sur lequel l'État est fondé. Et l'État tunisien, de ce point de vue-là, a des bases solides. La deuxième chose, c'est que l'hommage qu'il faut rendre à quelqu'un qui n'est pas un grand démocrate, Bourguiba, qui a su, le moment venu, mettre les Tunisiens à l'école, former une classe d'ingénieurs de bon niveau. Et n'oubliez pas, et vous avez raison, M. Khan, c'est que les cockpits d'Airbus sont aussi, certains composants sont aussi fabriqués en Tunisie par des ingénieurs tunisiens, et on l'oublie toujours. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que la Tunisie connaîtra ça. Elle vit une secousse tellurique sérieuse qui n'est pas la première, qui est la deuxième, probablement la troisième, parce qu'il y a de vieilles cassures qui n'ont jamais été réparées et que, les Tunisiens ne vont pas le faire. Et malheureusement, j'ai peur de penser que le pouvoir actuel, le gouvernement actuel, que le président Bachir Essebsi n'est pas à la hauteur de le faire. Il n'est pas à la hauteur, non pas une question d'intelligence, ni de niveau, ni de colonne vertébrale. C'est une question d'âge, c'est une question d'incapacité à travailler le temps qu'il faut. Justement à la question suivante. Et voilà. La dernière question, pardonnez-moi, on n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Khan, à propos de ce que vient de dire Djemal, est-ce que vous pensez que le gouvernement tunisien doit démissionner simplement? Bon, démissionner, il doit être remanié et puis amélioré, parce que c'est vrai que le président est âgé. Je crois que par lui-même, il devrait céder la place. Et puis que les caciques du pouvoir doivent aussi penser à se dessaisir du pouvoir pour laisser la place aux plus jeunes. Parce que la population... Ça ne suffit pas. S'ils viennent des mêmes structures, des mêmes ferrailles... Non, mais il y a beaucoup de partis politiques et puis je crois que la place des femmes aussi doit être revalorisée. Vous l'avez dit, autant comment est-ce qu'il s'appelait encore, le président tunisien, le premier président, Bourguiba, il avait fait la promotion de la femme tunisienne. Donc il faudra revenir sur ces fondamentaux pour donner la place qu'il faut aux femmes tunisiennes. Je crois que c'est essentiel. Et aux jeunes diplômés, parce que ça c'est l'immense gâchis. Vous avez raison de souligner l'extraordinaire niveau d'éducation de la jeunesse tunisienne, sauf que 30% des diplômés de l'enseignement supérieur sont au chômage. Donc c'est ça le problème, c'est ça le point de rupture. Et c'est aujourd'hui, il ne suffit pas de remplacer un vieux par un jeune si les deux cohabitent dans les mêmes mouvements, les mêmes partis, avec les mêmes réflexes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que les notions de parlement, de présidentiel sont importantes. Oui, de toute façon, on l'a dit tantôt, l'élite tunisienne est très bien éduquée. Les écoles tunisiennes, qu'elles soient d'ingénieurs ou bien d'université ou bien de commerce, font de très bonnes formations, donc il faudra les mettre à l'œuvre. Et ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur Hamidine Khan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Ramayad, merci infiniment d'avoir été là et merci à vous, Djemal. Graziella, merci. Permettez-moi de me dire deux mots, de saluer deux de nos fidèles téléspectateurs, le secrétaire général du Forum des souverains africains à Abidjan et Kader qui est à Dakar, qui sont des gens qui vous regardent et qui nous regardent tous les jours. Merci à vous pour votre fidélité et restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.